Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde, nous poursuivons notre série consacrée à la norme. Et ce soir, nous parlons de la propriété intellectuelle. Et pour ce faire, nous avons trois invités pour le moment. On espère que le quatrième nous rejoindra avant la fin de l'émission, avec qui nous allons échanger durant 90 minutes sur la question des normes en matière de propriété intellectuelle. Et nous allons dans la deuxième partie interroger effectivement la place de la propriété intellectuelle dans les accords de partenariat économique qui sont en discussion et dont une partie a été signée par certains pays en Afrique. Alors j'accueille nos invités. Je veux commencer par M. Armand Gionzé, qui lui est juriste amateur des questions de conformité. M. Gionzé, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est reconnu que vous ne courez pas les plateaux de télévision, donc ça nous touche particulièrement de vous avoir ce soir. Ça, c'est clair. Je n'ai pas souvent été sur le plateau de télévision, mais le plaisir est le mien. D'accord. Alors, je vais accueillir à côté de vous, en face de vous, un confrère, Yannick Yemga, du journal L'Œil du Sahel, qui est journaliste et conseil en propriété industrielle. Yannick Yemga, bonsoir. Bonsoir Jules et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. On va dire que ça c'est un sujet qui vous touche particulièrement parce que ça a fait l'objet de vos études et de plusieurs formations. Et vous avez d'ailleurs été lauréat d'une promotion organisée par l'OAPI, si je ne m'abuse, c'était à Libreville au Gabon. Oui, c'était un examen panafricain organisé en vue de l'obtention du titre de conseil en propriété industrielle. Et nous avons valablement représenté notre pays. Alors on estime qu'on est là en plein dans un sujet qui vous intéresse. Notre troisième invité qui est déjà sur le plateau, c'est un avocat, Maître Ondoa Constantin, qui est avocat stagiaire et spécialiste de la propriété intellectuelle. Maître, bonsoir. Bonsoir et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Tout le plaisir est le mien d'être sur votre plateau. C'est vrai, je n'ai pas trop l'habitude des plateaux de télé, mais les plateaux, enfin, les studios de radio, j'en connais assez, mais je pense que je serai à la hauteur de l'attente. C'est pareil, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grande différence. Si oui, les lumières et les caméras, mais bon, sentez-vous à l'aise en tout cas. Madame, monsieur, nous plantons le décor comme il est de coutume avec un reportage qui revient sur les grands chapitres de la propriété intellectuelle. Nous suivons ce reportage et nous revenons sur le plateau de l'Intelligence du Monde. La propriété intellectuelle s'insère dans un vaste ensemble dont le socle repose sur le droit de propriété tel que régi par les dispositions du Code napoléen. Celui-ci stipule entre autres qu'au même titre que le propriétaire d'un bien matériel au sens du droit civil, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle jouit de tous les attributs essentiels du droit de propriété. En Afrique, le concept a progressivement pris de l'ampleur et les États ont décidé de s'associer afin de mieux garantir la propriété intellectuelle de leurs ressortissants. C'est ainsi que le 13 septembre 1962 est signé à Libreville au Gabon entre 12 chefs d'État et de gouvernement l'accord portant création de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle, l'OAMPI. Cet accord est révisé à Bangui en République centrafricaine le 2 mars 1977 pour donner naissance à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Le 24 février 1999, l'accord de Bangui est à son tour révisé pour arrimer l'organisation aux normes internationales, simplifier ses procédures et élargir la protection à de nouveaux objets. Désormais, il faudrait faire un distinguo entre la propriété industrielle qui inclut les brevets, les modèles d'utilité, les marques, le dessin ou les modèles industriels, les noms commerciaux, les obtentions végétales ou les indications géographiques et la propriété littéraire et artistique qui inclut quant à elle le droit d'auteur, les droits voisins, les organismes de gestion, les lois, les règlements d'application et les accords type représentation réciproque. On le voit, la propriété intellectuelle occupe aujourd'hui une place de choix dans l'économie mondiale. En effet, parce qu'elle crée des richesses, la propriété industrielle participe de ce fait au développement des États. De retour sur le plateau de l'Intelligence du Monde, alors je commence avec vous, Yannick Yenga. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le domaine de la propriété intellectuelle, parler de normes internationales? Est-ce qu'elles existent? Parce que c'est quand même un domaine que je qualifierais, sans risque de me tromper, de complexe. Bon, c'est a priori complexe, mais pas tant que ça, quand on se familiarise à la chose.
Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il existe des normes internationales? Si, il en existe, et depuis beaucoup d'années d'ailleurs. Il faut se souvenir de la première de ces normes, c'est la Convention de Paris, qui a été signée en 1883, qui protège la propriété industrielle. Et ensuite, 3 ans plus tard, il y a eu la Convention de Berne, en 1886, qui protège la propriété littéraire et artistique, dont le droit d'auteur et les droits voisins. Donc, il y a une législation internationale qui existait déjà. Ensuite, cette législation internationale qui avait quelques lacunes, notamment au niveau des moyens de faire respecter ces normes-là, a été, entre guillemets, amendée. Je dis entre guillemets parce qu'il y a eu une autre législation qu'on connaît très bien qui a été bâtie dans le sillage de la création de l'OMC en 1994 à Marrakech. C'est les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et ces accords-là, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la législation internationale la plus contraignante en matière des droits de propriété intellectuelle. Pour que vous compreniez bien le mécanisme, tous les États qui ne sont pas partis à la Convention de Paris, de l'Union de Paris et à la Convention de Berne, mais qui sont membres de l'OMC, sont de fait tenus d'appliquer les accords ATPIC, puisque c'est l'annexe 1C de ces accords de l'OMC-là. Donc, pour me résumer, il y a une législation internationale qui existe, il y a un multilatéralisme en matière de droit de propriété intellectuelle consacré à la fois par les 2 conventions que j'ai évoquées tantôt, mais surtout par les accords ATPIC, les accords sur les aspects des droits de propriété qui touchent au commerce. Alors, je voulais donner la parole à Maître Ondoa, parce que peut-être il faut, au préalable, définir la propriété intellectuelle pour nos téléspectateurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, alors qu'ils sont confrontés à cela au quotidien. Comment est-ce qu'on pourrait définir de la manière la plus simple possible la notion de propriété intellectuelle? Justement, merci de revenir sur cet aspect. J'aime souvent parler de la propriété intellectuelle, comme vous le dites, de la façon la plus simple. La propriété intellectuelle, c'est d'abord des choses que nous faisons tous les jours, des actes que nous posons tous les jours. Je peux prendre un exemple banal. Le simple fait d'être sur ce plateau de télévision et de parler, nous le faisons avec une manière, un agencement de mots, c'est des créations de l'esprit que nous faisons. Et ça, c'est de la propriété intellectuelle. Le simple fait, par exemple, d'avoir un téléphone sur soi, choisir la qualité, choisir la marque, choisir la couleur, ça veut dire que celui qui a mis ce téléphone sur le marché a fait œuvre de création particulière et donc il a fait la propriété intellectuelle. Le simple fait parfois d'acheter un vêtement, choisir les motifs, les couleurs et tout ça, là, ça veut dire qu'on se livre à la propriété intellectuelle de celui qui l'a mis sur le marché. Donc la propriété intellectuelle, c'est arrêter les choses que nous faisons tous les jours. Donc pour me résumer, c'est une création de l'esprit mise en forme et qui résout un certain problème sur le plan social, sur le plan technique. Voilà. Ça veut dire qu'à ce niveau, tout le monde est concerné, le sculpteur, le menuisier, le chanteur, le peintre, tout le monde est concerné parce que tout le monde, à un moment donné, peut être créateur d'une œuvre de par son imagination et c'est ça qui entre dans ce que vous appelez la propriété intellectuelle. Ça veut dire c'est moi qui suis à l'origine d'un produit, d'un concept, d'une marque, etc. Il faut qu'on se comprenne bien. Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir imaginé et de mettre cette imagination en forme. Parce qu'il faut le rappeler, les idées en soi ne sont pas protégées. Vous pouvez avoir une idée, elle reste dans votre tête, ça ne bénéficie d'aucune protection. Bon, maintenant, c'est lorsque vous avez mis cette idée en forme et que ça peut être susceptible d'appropriation, par exemple, on peut utiliser, on peut en faire un usage, et là, concrètement, ça devient une œuvre de propriété intellectuelle. Alors, la difficulté, c'est laquelle? C'est la capacité à pouvoir s'approprier cette œuvre. C'est-à-dire pouvoir dire que cette œuvre m'appartient. Cette imagination que vous avez en forme, qui est peut-être sur le marché, appartient à une personne précise. Et là, il y a des mécanismes sur lesquels peut-être on reviendra plus tard, qui permettent
d'attribuer une œuvre de propriété intellectuelle à un individu. Un individu. Oui, Yannick veut compléter rapidement avant Je monsieur. voudrais compléter Gionzé. cette définition qui m'a semblé vraiment très, très claire, mais il y a un aspect sur lequel je voulais insister, c'est que la propriété intellectuelle porte d'abord, il faut le savoir, sur les objets immatériels. Ce n'est pas des objets physiques, immatériels. Et c'est un ensemble de droits, de prérogatives qui sont reconnus à des créateurs, comme il a dit, des œuvres de l'esprit, sur leur création. Et il y a une différence, parce que tout à l'heure, il a également indiqué que les idées en soi ne sont pas protégées, mais il faut savoir également que dans la propriété littéraire et artistique, notamment la propriété littéraire, il n'y a pas de formalisme pour la protection des droits. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir créé, le simple fait d'avoir créé, vous confère déjà une protection, ce qui n'est pas le cas en matière de propriété industrielle, où il y a un formalisme. Par exemple, vous avez inventé quelque chose, pour avoir un droit, un brevet sur cette chose-là, pour avoir un droit sur cette chose-là, il faut souscrire à un formalisme qui aboutit à la délivrance d'un document brevet, qui vous confère donc le droit, un monopole de 20 ans sur votre invention. Donc, c'est cette précision-là que je voulais apporter. Alors, M. Gionzé, sur la même question, parce qu'il faut bien qu'on plante déjà le cadre, il y a deux choses qui ressortent des premiers échanges que nous avons eus. La première chose, c'est qu'au niveau international, la propriété intellectuelle est encadrée, il y a un certain nombre de conventions qui existent. La deuxième chose, au niveau de la définition, comme cela a été donné, il s'agit essentiellement des œuvres de l'esprit, mais il y a encore un mécanisme d'appropriation. Alors j'ai envie de vous poser la question de savoir en quoi est-ce que c'est important que la propriété intellectuelle existe, notamment dans les échanges. Bien, merci Jules. Je voudrais dire que la complexité de la question même vient de ce que Maître a précisé tout à l'heure, ou alors Yannick, c'est des choses immatérielles, on a dit l'objet. Les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Alors, vous vous imaginez dans une situation où on vous dit que votre propriété immobilière, vous la matérialisez. Très vite, vous la voyez. Ça, c'est une propriété, c'est le terrain. Voici une voiture, une propriété s'exerce là-dessus. Et ce donc, quoi, pour celui-là, ce sera pour lui le droit, comme ils disent, d'user et d'en abuser. Alors, en matière intellectuelle, il faut bien qu'on lui crée un cadre pour le ramener, n'est-ce pas, au terre-à-terre. Alors, il a créé une œuvre de l'esprit et les gens peuvent bien se poser la question, à quel moment est-ce que ça lui appartient parce qu'il a créé l'œuvre de l'esprit? D'où le formalisme pour certaines questions qui ne vont pas se poser, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les créations artistiques, le simple fait de cette création-là. Et lorsque vous vous référez à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ils vous disent quoi? La propriété intellectuelle, c'est l'ensemble des œuvres de l'esprit. Voulant ainsi nous verser dans l'énumération, parce que trouver une définition qui serait, je voulais dire, palpable, serait très difficile. On va y aller au fur et à mesure. Quand on arrivera sur tel domaine, on dira que ça, c'est une œuvre de l'esprit, parce que c'est conforme à certaines spécificités qui ont été clarifiées dès le départ. C'est donc pourquoi chaque fois qu'on parle du droit de la propriété intellectuelle, les gens croient que c'est des choses qui ne concernent que certaines personnes. Or, ça nous concerne tous. Au moins pourquoi? Parce que si on n'est pas l'auteur, alors il nous est imposé de nous abstenir d'en faire certains usages. Voilà, c'est ce que je voudrais. Oui, Yannick Emga, alors on va s'appesantir un peu sur ce qu'on peut appeler la propriété industrielle, parce que ça, c'est un domaine qui est très important et très large, notamment dans le domaine de l'économie. Je prends un exemple. Si vous prenez un produit comme le savon, vous avez plusieurs marques de savon sur le marché. Si vous prenez d'autres produits comme des pâtes dentifrice ou alors même comme des voitures, il y en a plusieurs. Alors, comment est-ce que ça se passe de manière concrète en matière de propriété industrielle? Ça veut dire que quand je fais une invention, quelle est la procédure et comment est-ce que je fais pour être sûr qu'on n'est pas en plein victime de l'espionnage industriel, parce que quand vous regardez souvent, vous avez des voitures qui se ressemblent étrangement, mais sont des marques différentes. Vous avez dans des supermarchés des produits qui sont quasiment similaires, mais qui ont des marques différentes. Comment est-ce que ça se passe au niveau industriel? Avant de répondre à votre question, je dis que ce que vous dites est très important, parce que l'enjeu fondamental, c'est l'économie du savoir. C'est-à-dire, c'est la propriété
intellectuelle appliquée à l'économie du savoir. Donc il y a un enjeu économique et commercial qui est très important. Pour répondre à votre question, je vais d'abord dire que la propriété industrielle, c'est une branche de la propriété intellectuelle. Que la propriété intellectuelle a deux branches, comme on l'a dit, propriété littéraire et artistique, droit d'auteur et droit voisin, et la propriété industrielle. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs objets de propriété intellectuelle. Vous avez, par exemple, les brevets, les modèles d'utilité, les marques, les dessins et modèles industriels, vous avez les noms commerciaux, vous avez les obtentions végétales. Donc, alors, vous avez plusieurs voitures qui se ressemblent, vous avez dit, avec des marques totalement différentes qui sont fabriquées par des concessionnaires sur une voiture, différents. vous avez plusieurs objets de propriété intellectuelle. Vous avez la marque, qui est un objet de propriété intellectuelle. Vous avez le dessin, le design, le dessin et modèle industriel. Vous avez des brevets sur la voiture. Donc, vous comprenez très bien que, comme on l'a dit à l'entame de ce programme, la propriété intellectuelle existe pour permettre aux créateurs des œuvres de l'esprit de tirer un profit justement. Profit de leur création. Si on ne protège pas la création, on n'encourage pas l'innovation. Et vous savez que l'innovation, c'est le moteur de la croissance. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'élément central de la compétition que se livrent les États à l'échelle internationale. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une corrélation entre la hiérarchie des États, si vous voulez, le rang qu'occupent les États dans la hiérarchie mondiale et le nombre de brevets déposés. Les États dans lesquels il y a le plus de brevets actifs sont les États qui sont au sommet de la pyramide. Et naturellement, les États dans lesquels il y a le moins de brevets actifs sont au bas de la pyramide. Donc, c'est un enjeu qui est très important, protéger la création. Naturellement, le système de la propriété intellectuelle repose sur un équilibre entre le droit de ceux qui créent les œuvres de l'esprit et ceux qui utilisent ces œuvres de l'esprit. C'est pour ça qu'en matière de brevet, par exemple, il y a ce qu'on appelle un contrat social qui est passé entre le créateur ou l'inventeur, autant pour moi, et la société. La société vous accorde un monopole d'exploitation de votre invention pendant 20 ans, à condition que vous divulguez votre invention. C'est-à-dire que, en fait, la divulgation doit être faite de manière claire et complète pour qu'un homme du métier ayant une habilité et des connaissances moyennes puisse exécuter, reproduire l'œuvre. Et cet élément est très important. Pourquoi? Parce que ça participe de la diffusion et du transfert de la technologie. Vous voyez donc le système tel qu'il fonctionne, et ça c'est l'idéal, c'est-à-dire que vous avez les inventions, vous pouvez les utiliser parce que l'invention c'est une solution qui a apporté un problème qui se pose dans le domaine de la technique. Ça vous permet donc de résoudre un problème concret qui se pose à votre existence, mais ça permet aussi au créateur, à l'inventeur, d'avoir un profit pécunier. C'est-à-dire qu'il peut créer une entreprise sur la base, vous savez qu'il y a par exemple pour le cardiopathe d'Artusan, s'il a monté une entreprise, vous avez des gens qui ont été recrutés, ça fait des emplois. Bien sûr. Il a vendu, il a gagné de l'argent, il a payé les impôts. L'État, il gagne aussi. La société, il gagne parce que ceux qui utilisent le cardiopathe, ça règle un problème concret qu'ils ont au quotidien. Donc vous voyez que c'est un système tout à fait équilibré. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en fait, Maître Zan peut-être va nous aider à compléter parce que je voudrais qu'on prenne Maître Ondoa, autant pour moi, je voudrais qu'on prenne un peu des exemples concrets pour ceux qui sont là devant nous. Moi, j'ai pris des produits comme le savon parce que c'est des produits qu'on utilise chaque jour. Il y a plusieurs entreprises dans le monde qui fabriquent. Alors, la question, c'est de savoir entre tel fabricant et tel autre, comment ça se passe? Parce que moi, ce qui est frappant, c'est toujours la similitude. C'est-à-dire qu'il y a toujours une grande similitude. Je me dis, comment est-ce qu'on arrive effectivement à déterminer que c'est celui-ci qui est à l'origine effectivement de ce produit-ci? Et même au niveau des marques, on a des noms des marques qui, comme par hasard, se ressemblent. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir exactement comment est-ce que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi cette très, très grande ressemblance? Parce que
Peut-être que des gens au même moment ont eu la même idée. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive effectivement à régler ces problèmes-là. Oui, votre question justement englobe un ensemble de choses. Si à un moment donné je m'égare, vous me ramenez un peu. J'aime souvent expliquer la propriété intellectuelle à partir de l'un des objets les plus utilisés, notamment le téléphone. Le téléphone a cette particularité d'englober la quasi-totalité de leur propriété intellectuelle. Je dis la quasi-totalité. Lorsque vous avez cette forme, la forme du téléphone, ça peut attirer quelqu'un. On est attiré par cette forme. Ça, c'est le dessin. Le design. Oui, le design, le dessin modèle industriel. Bon, maintenant, il peut arriver que pour des besoins techniques, qu'une certaine forme soit commune dans le domaine de la technologie. Ça arrive parce qu'il y a des aspects techniques qui imposent cela. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas, par exemple, un téléphone autrement que s'il a la forme carrée ou rectangulaire ou quoi que ce soit. Bon. Et puis, avec l'évolution de la technique, vous avez les téléphones dits Android qui ont pratiquement la même forme. Ouais. Quasiment la même forme. Alors, ça fait qu'à un moment donné, ce qui intéresse souvent, c'est de savoir s'il y a risque de confusion. Et c'est le terme le plus utilisé en droit des marques ou alors dans tout autre domaine de la propriété intellectuelle, le risque de confusion. Est-ce qu'entre deux marques, est-ce qu'entre deux formes, il y a risque de confusion? C'est à partir de ce niveau qu'on évalue donc si on peut attaquer sur le plan de la contrefaçon ou si on peut revendiquer quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne la revendication elle-même, il faudrait déjà d'abord vous rassurer que vous avez la propriété de ce que vous allez revendiquer. Alors, lorsque, par exemple, j'ai une marque, je peux par exemple prendre JVC et quelqu'un d'autre utiliser IVC. Alors, là, on est en train de se soumettre à l'appréciation, par exemple, d'un juge qui va évaluer le risque de confusion et maintenant qui a l'antériorité sur la marque. C'est à partir de ce niveau. Et c'est pour ça que la propriété industrielle a imposé des mécanismes de dépôt. Parce que justement, le dépôt facilite la preuve de l'antériorité et par conséquent de la titularité des droits sur l'objet querellé. Ça peut être la marque, ça peut être le dessin industriel, ça peut être le brevet. Bref, il y a des mécanismes de protection qui permettent de définir cette antériorité-là. Si je comprends bien, et c'est ce que je voulais que nos téléspectateurs comprennent, c'est que le plus important aujourd'hui, quand on pense avoir créé quelque chose, quand on pense avoir inventé quelque chose, c'est de le déposer. Oui, effectivement, sauf que dans le droit d'auteur, c'est un peu plus subtil. Ouais. Il a essayé de l'expliquer. Vous savez, lorsque, en matière de droit d'auteur, la protection est acquise de façon automatique. Ça veut dire on est d'accord, quand vous écrivez un livre et tout, ou bien quand vous faites une chanson, j'ai envie de dire, c'est moins compliqué. Sauf que toujours, dans le domaine du droit d'auteur, les créations sont énormes. Alors, on recommande souvent pour des besoins de facilitation de preuves, je dis des besoins de facilitation de preuves, de procéder à un dépôt dans un organisme de gestion collective. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces organismes-là actuellement. Et là, lorsque vous faites ce dépôt, ça facilite la preuve. Mais par contre, si vous pouvez prouver autrement que le dépôt, aussi facilement que cela puisse l'être, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas soumis à la contrainte du dépôt. Par contre, dans le domaine de la propriété industrielle, c'est plus systématique. C'est vital. Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment vital, comme vous dites. L'usage, c'est vrai qu'on admet aussi l'usage, mais vraiment, je préfère souvent, moi quand je conseille les clients, je préfère dire aux clients de ne pas rentrer dans le domaine de l'usage, mais de procéder au dépôt avec les procédures qui varient selon qu'on est dans le brevet, selon qu'on est dans le modèle d'utilité ou la marque ou quoi que ce soit. Alors, M. Gionzé, pour aider nos téléspectateurs, je prends un exemple. Je suis designer, par exemple, et je suis sollicité par une entreprise de fabrication de téléphones, pour rester dans l'exemple de Maître Ondoa. Une fois que j'ai décidé ce qui, pour moi, est la nouvelle forme de téléphone que j'espère mettre à la mode, pour que je puisse réclamer effectivement une forme de propriété intellectuelle sur ce téléphone, au moins sur sa forme, il faudrait au préalable que je dépose mon dessin, si j'ai bien compris de quoi il s'agit. Bien, maintenant, ça va dépendre, surtout du contrat, parce que vous dites que vous êtes designer et puis vous avez été sollicité par quelqu'un pour produire un travail. Alors, si dans votre contrat de prestation, vous avez évoqué les questions de droit de propriété, vous allez les régler. Il est possible que
en y allant, vous êtes prêt à demander à votre maître d'ouvrage de vous laisser gérer la question de la propriété intellectuelle. Vous produisez, vous mettez à sa disposition, mais c'est vous qui continuez de bénéficier, n'est-ce pas, des droits de la propriété intellectuelle là-dessus, possible. Tout comme il peut bien vous dire, écoutez, lorsque vous aurez fini, c'est à moi que reviendront les droits de la propriété intellectuelle. Ça pourrait vous aider, n'est-ce pas, à améliorer, n'est-ce pas, votre prime ou vos indemnités. Alors, je voudrais plutôt qu'on revienne à la question de tout à l'heure pour permettre à nos téléspectateurs d'identifier lorsqu'on est sur un marché. Alors, qu'est-ce qui va permettre à l'un de revendiquer, à l'autre de ne pas revendiquer? Ce sera l'élément pour lequel il estime qu'on a violé, n'est-ce pas, son droit. Alors, ça va être quoi? Ça peut être la marque. Ça va être un signe. Écoutez, sur cet appareil-ci, voilà mon insigne, voilà ma marque, voilà mon dessin. Alors ici, c'est le même dessin, c'est celui-là que j'avais protégé. Ou encore, j'ai décidé de rester tranquille, je n'ai pas déposé comme il a dit, je n'ai pas fait breveter, je reste tranquille, je me bats tout simplement à protéger mon processus de production. Je reste tranquille là-dessus. Alors, sur le même produit sur le marché, je ne pourrais pas venir dire que celui-ci a contrefait, parce que je ne pourrais pas rapporter, n'est-ce pas, que j'avais breveté et qu'il me revenait absolument. Donc, ce sera là la difficulté qu'on aura. Donc, c'est pourquoi ils disent, une fois qu'on a fait, il faut courir déposer. Si on est dans l'autre système, parce que chez les Américains, ils disent que c'est le premier inventeur. Donc, chaque fois que vous serez inventeur, ce sera une présomption jusqu'à ce que l'autre rapporte que c'est lui l'inventeur. Et la question de l'usage va se poser. Le reste du monde dit c'est le premier déposant. Si vous estimez que vous avez un procédé, que vous avez une marque, que vous avez une appellation géographique qui devrait être protégée, vous pourrez faire le dépôt jusqu'à ce que quelqu'un vienne aussi pour qu'on discute l'antériorité. D'accord. Alors oui, Yanni Memga, et puis on va passer à autre chose, parce que je veux qu'on prenne un peu des exemples de certains pays, etc. Allons-y. Je voudrais quand même dire quelque chose au sujet des marques, parce que cette émission a également une vocation à être didactique, oui, si vous me passez l'expression. Il faut savoir qu'une marque, c'est un signe distinctif qui est apposé sur un produit ou un service qui le différencie d'autres produits ou d'autres services. Et ce signe-là doit être le plus arbitraire possible par rapport au produit ou au service qu'il est censé désigner. Or, qu'est-ce qu'on voit dans la pratique? On voit qu'on a non seulement des marques qui ne sont pas suffisamment distinctives, oui, mais on voit aussi des signes distinctifs apposés sur des marques, autant pour moi, des signes distinctifs, des marques apposées sur des produits ou des services, mais qui renvoient tout de suite aux produits ou aux services. Oui, c'est ça. Et ça, c'est contraire à la législation. Oui. Je voudrais rappeler quand même... Si vous pouvez prendre des exemples, ce sera peut-être plus facile pour nos téléspectateurs de comprendre. Non, il n'y a pas de souci. Par exemple, quand vous désignez un produit, entre guillemets, eau pure, par exemple, voilà, eau pure, c'est la marque d'une eau minérale. Ce n'est pas un signe admis comme marque. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que nous sommes dans un espace uniforme, un espace qu'on appelle espace OAPI, qui est composé de 17 États. Cet espace-là a une caractéristique principale, c'est que nous avons un office commun qui délivre les titres de propriété intellectuelle, et nous avons surtout une législation commune qui s'applique à l'échelle des 17 États membres. Donc la législation, chaque fois qu'on parle de propriété intellectuelle, la législation de référence, c'est l'accord de Bangui du 19 février du 24 février 1999, qui est encore en vigueur. Il a été révisé à Bamako en 2015 et il va entrer certainement en vigueur lorsque tous les États l'auront ratifié. Alors, je voulais maintenant... Oui, Maître Ondoa, vous voulez... Justement, je voudrais ajouter, il a abordé un aspect très, très intéressant et assez pratique. Le problème de la marque, c'est qu'elle doit être suffisamment protectrice et suffisamment distinctive et même originale. Ça fait partie des conditions. Alors, je m'amuse souvent parfois lorsque je marche dans la rue. Avant-hier, je voyais une auto-école, je vois auto-école au volant. Je me dis, ça c'est une marque. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'auto-école si ce n'est faire usage d'un volant? Du coup, justement, vous exposez votre signe distinctif à la contrefaçon, parce que si quelqu'un d'autre utilise cette dénomination, il va dire, mais attendez, vous n'avez rien fait que de désigner un métier par ce par quoi on l'utilise.
Et c'est pareil, lorsqu'il parle de eau pure, il y avait même la société Lobus. Alors quand vous avez la société, vous avez une compagnie de transport, vous la désignez Lobus. Ça n'a rien d'original. C'est hautement fragile parce que toute personne est libre de créer une compagnie de transport et y apposer Lobus, le car. Donc c'est autant de choses qui font que lorsque vous mettez un produit sur le marché et que vous y apposez une marque, rassurez-vous que votre marque vous protège suffisamment et au besoin, consultez des spécialistes qui peuvent vous orienter. Vous conseiller dès le départ. Alors, Yannick Yemga, je reste avec vous parce que je voudrais qu'on essaye d'identifier. Il y a dans le monde certains pays qui ont fait de l'optimisation de la propriété intellectuelle leur cheval de bataille. Est-ce qu'on peut revenir sur des exemples et montrer en quoi c'est important pour un pays, effectivement, de s'investir dans le domaine de la propriété intellectuelle? Oui, c'est-à-dire, parler même déjà de droit de propriété intellectuelle, c'est reconnaître que la technologie constitue un élément essentiel pour le développement des États. Alors, la question que vous posez est très importante pour comprendre l'enjeu économique de la propriété intellectuelle. Quand vous prenez un pays, par exemple, comme l'Allemagne ou le Japon, vous allez voir que dans ces pays, ou la Chine, vous allez voir qu'il y a plus de 1 million de brevets actifs dans ces pays. Brevets actifs, c'est-à-dire que des inventions qui sont encore d'actualité. Ces pays-là ont bâti leur stratégie de développement sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire que et l'innovation, ça confère un avantage compétitif quand on est sur le terrain commercial à l'échelle internationale. Si, par exemple, vous avez une tablette qui peut vous permettre, je dis n'importe quoi, juste pour la compréhension, pour faciliter la compréhension des téléspectateurs, qui peut vous permettre, par exemple, de vous retrouver lorsque vous êtes perdu dans un embouteillage, vous avez le GPS et tout ça, la tablette. Si quelqu'un a sur le marché la même tablette, mais qui a les mêmes fonctions, sauf qu'elle ne vous permet pas de régler ce problème pratique-là, vous voyez que tout le monde voudra avoir la tablette qui permet de régler, qui a une plus-value qui permet de régler ce problème pratique. Donc, la technologie confère un avantage compétitif. Donc, la stratégie des pays, justement, c'est d'investir en recherche et en développement pour avoir des technologies de pointe, des technologies d'avant-garde, pour ne pas se laisser devancer par des concurrents. Vous entendez les discours régulièrement, on a fait une émission ici sur la France, vous entendez par exemple en France des discours régulièrement, quand on parle de compétitivité et tout ça par rapport à l'Allemagne, c'est bien de cela qu'il s'agit. Hier, le président Macron a reçu en marge du sommet, du forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui, qui s'ouvre ce jour, a reçu des industriels qui vont venir investir en France. Et l'on a appris que le géant pharmaceutique Novartis allait investir 900 millions de francs CFA, 900 millions d'euros en France. Et vous savez que Novartis est titulaire de beaucoup de brevets pharmaceutiques, s'entend. C'est-à-dire que quand elle investit autant d'argent, c'est qu'elle sait qu'elle va rentrer dans ses gains et avoir une plus-value. Donc, pour nous résumer, l'enjeu stratégique, c'est celui de l'innovation. L'innovation, c'est l'invention. Et la protection de cette invention-là vous confère le monopole. Et lorsque vous êtes le seul à pouvoir exploiter, c'est-à-dire à pouvoir vendre, naturellement, les bénéfices que vous avez sont substantiels. Et surtout, plus vous avez de brevets, plus vous avez donc des parts de marché, plus vous avez d'argent et plus l'État a les moyens pour ses politiques publiques et cet État-là est influent. Quand vous voyez par exemple l'essor de la Chine aujourd'hui, c'est parce que la Chine a tiré profit justement de l'innovation parce qu'elle investit beaucoup dans le secteur de l'innovation et de la recherche. Ce que le Japon a fait. Pour terminer sur le Japon, il faut bien comprendre que le Japon, si le Japon s'est développé, c'est parce que le Japon, à un moment donné, a fait ce qu'on appelle le copiage légal. Donc, il prenait des technologies développées en Europe, les développait chez eux et les améliorait. Donc,
c'est Ça un permet peu... de changer. Alors, M. Zionzé, il y a quelque chose d'important là-dessus qui me semble vital à relever au niveau de la propriété intellectuelle, c'est la nécessité d'encourager la recherche, le développement et surtout des inventeurs. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le secteur, par exemple, de la fabrication de téléphones, vous avez les géants Samsung, Apple et aujourd'hui de plus en plus Huawei. Huawei, c'est la Chine, Samsung, c'est la Corée du Sud, Apple, ce sont les États-Unis. Parce qu'effectivement, il y a eu un effort dans ce domaine de la propriété intellectuelle. Ils ont quasiment le monopole du marché de la vente de téléphones portables. Donc, il y a une dimension économique. Et là, on ramène ça à l'Afrique pour dire, est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience que pour être parmi les grands du monde, pour être des pays développés, il faut déjà, à un moment donné, s'assurer qu'on a des inventeurs et surtout qu'on les protège? Bien, Gilles, vous l'avez déjà dit. Je crois qu'il a précisé l'enjeu qu'il y avait pour les États, n'est-ce pas, à mettre en place un système de la protection de la propriété intellectuelle fort. D'abord, il faut promouvoir. Il faut promouvoir et les mécanismes de promotion, n'est-ce pas, de la propriété intellectuelle sont connus. Il y en a qui ont existé dans le monde et qui ont fait leurs preuves. Deuxièmement, il faut protéger la propriété intellectuelle par un système, n'est-ce pas, judiciaire clair. Si le contentieux de la propriété intellectuelle va perdre du temps à l'homme d'affaires, alors vous avez un système qui n'est pas efficace. Il faut bien qu'il sache qu'une fois qu'on l'a attaqué sur tel terrain, il peut se défendre en utilisant tel autre mécanisme. Et si on revient maintenant sur est-ce que les États africains en ont conscience, je crois oui. Je crois que oui, peut-être qu'on abordera la question dans le deuxième volet. Partie, oui. Mais sinon, lorsqu'on regarde la réticence qu'ils ont à se verser, n'est-ce pas, dans la signature des APE et les questions qu'ils ont remis à des rendez-vous, on peut se dire que oui, la question se pose, ils en ont conscience. Mais maintenant, pour moi, la véritable question, c'est quels sont leurs moyens? Est-ce qu'il n'est pas tard? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette... Oui, parce que moi, je vous l'ai dit, on connaît aujourd'hui de plus en plus un foisonnement de jeunes inventeurs africains et tout, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont encadrés, je n'ai pas l'impression qu'eux-mêmes, ils sont conscients de l'importance de la propriété intellectuelle. Je veux dire qu'il a fort justement évoqué la question importante de la promotion de la propriété intellectuelle. C'est d'ailleurs ce que nous faisons sur ce plateau. Ça participe de la promotion. Pour dire pourquoi je n'étais pas d'accord avec une partie de sa réponse, c'est que, effectivement, si les États africains sont conscients, il faut donc que ces États mettent suffisamment d'argent dans la recherche et dans l'innovation. Pour booster l'innovation. Vous évoquez ces inventeurs et tout ça, mais est-ce que ces inventeurs-là sont accompagnés? Est-ce qu'ils savent même qu'à l'OAPI, il existe un mécanisme pour les accompagner? Très souvent, les gens ne le savent pas. Est-ce qu'au niveau de nos États, les politiques publiques sont conséquentes pour amener les gens à innover, à créer? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens? Regardez par exemple dans un pays comme le Cameroun, le budget du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Combien nos États dépensent en recherche et en développement? Et vous comparez avec les autres pays, avec les pays développés. Je veux dire que c'est une chose de dire qu'on est conscient de l'intérêt ou de l'enjeu de la propriété intellectuelle, mais c'est une autre de montrer effectivement qu'on en est conscient en investissant pour promouvoir l'innovation, pour promouvoir la recherche. Nous avons l'habitude chez nous de régler les problèmes en créant les institutions, mais sans... je veux dire véritablement régler le problème au fond. Oui, Maître Ondoa. Oui, justement, je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit par les autres panélistes qu'il faut avoir le réflexe de la propriété intellectuelle. Et ça, honnêtement, chez les Occidentaux, c'est la première mesure lorsqu'on mène une activité intellectuelle. Vous verrez, par exemple, tout commence dans les universités et les centres de recherche. Vous avez des bureaux de protection dans les centres de recherche. Vous avez des laboratoires hautement sécurisés où ce n'est pas n'importe qui a accès, parce que justement, là-bas, à l'intérieur, s'y passe des choses précieuses qui sont protégées systématiquement au fur et à mesure qu'on aboutit à des résultats. Ça veut dire qu'ils ont poussé le réflexe de la propriété intellectuelle à un niveau assez élevé.
Et lorsque vous allez à l'OAPI, statistiquement, le taux de dépôt est au moins à 90% en faveur des Occidentaux. Sur le plan local, si vous prenez 100 brevets à l'OAPI, vous prenez 100 marques à l'OAPI, vous verrez qu'au moins 90 viennent de l'Europe. Et aller dans un supermarché, vous avez Casino, sans publicité, et autres. Casino, on peut citer Dove, voilà. Carrefour voilà. aujourd'hui, Centre, etc. Vous verrez que dans leur rayon, la plupart des produits sur lesquels des marques sont apposées ont été systématiquement protégés à l'OAP avant même leur entrée dans le marché local. J'ai travaillé dans un cabinet de propriété intellectuelle pendant au moins 6 ans et demi où j'étais uniquement dans le service de protection. Et je vous dis, nous recevions les marques. C'est lorsque peut-être 6 mois plus tard que tu marches dans la rue, tu vas à un supermarché, que tu reconnais que, ah bon, ça c'est un dossier que j'ai traité au cabinet, voici la marque qui a posée. Donc ils le font. Ça veut dire qu'au moins les Occidentaux ont ce réflexe. Si vous prenez l'université de Yaoundé 2, vous allez à l'IRAT, vous entrez dans les centres de recherche, dans ces centres de recherche-là. Mais les laboratoires sont ouverts n'importe comment. Et puis, tout va dans le sens de la vulgarisation. Et c'est là le problème, la vulgarisation. On a l'impression que comme nous sommes des pays pauvres, dès qu'on trouve, il faut mettre à la disposition de tout le monde. Et si vous allez par exemple au ministère de l'Agriculture, les termes le plus souvent employés là-bas, c'est la vulgarisation. Et c'est l'erreur. C'est justement là l'erreur. Or, il faut protéger. Lorsque vous protégez, l'inventeur vit et il vit de ce qu'il a trouvé et ça l'encourage davantage à chercher. Mais si vous vulgarisez, vous comprenez que notre recherche même, fondamentalement, est vouée à l'échec. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question, vous avez des inventeurs qui sont là dans les centres de recherche, ici localement, mais ils sont les mêmes tous les jours. Ils ont les mêmes plaintes, les mêmes revendications. La vérité, c'est que tous les jours, nous allons dans les séminaires, nous faisons des campagnes de sensibilisation, mais la volonté politique, qu'est-ce qui a été mis en pratique justement pour accompagner les inventeurs, pour leur assurer le monopole des inventions dont ils sont à l'origine. Et c'est là que réside le problème. C'est justement là que réside le problème. Alors, M. Dionzé, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi de sensibilisation du grand public? Parce que, justement, l'OAPI est là, mais je ne suis pas sûr que c'est une institution qui est très connue. Je ne suis pas sûr que c'est une institution qui est très, très accessible. Vous avez des gens qui, dans leur coin ou dans leur travail au quotidien, trouvent des choses, mais ils n'ont pas ce réflexe, comme disait Maître Ondoa, de la protection intellectuelle, peut-être parce qu'ils ne savent même pas. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un grand travail de sensibilisation et de formation des masses à ce que c'est que la propriété intellectuelle? Là-dessus, je voudrais déjà vous dire merci parce que je crois qu'un plateau comme celui-ci participe, n'est-ce pas, de cette sensibilisation. Bien, on ne le dira jamais assez. Je voulais dire quoi? Une prérogative n'a d'importance que pour autant qu'on en est conscient, qu'on en a connaissance. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que est-ce que les Africains en ont conscience? Moi, je dis toujours oui. Mais il ne faut pas espérer que la grande masse en ait conscience. Sauf à faire un travail de fourmi. Et quelqu'un s'est amusé dans un avion un jour à dire que le droit de propriété intellectuelle en Afrique est un droit de luxe. Et je pense aussi que c'est un droit de luxe au regard de ce que l'on en fait. Aujourd'hui, lorsque Petit Pays, excusez-moi, c'était pour prendre le cas du Cameroun. Petit Pays, c'est un artiste au Cameroun. Lorsqu'il a chanté, 3 jours après, on sait comment on fait pour avoir, n'est-ce pas, ces titres. Est-ce que ça fait quelque chose aux institutions publiques? Peut-être, mais sur le terrain, on ne voit pas beaucoup ce qu'ils font pour que cet état de choses s'arrête. Bien, on a parlé tout à l'heure de la vulgarisation. Et je disais, on a pris un exemple tout à l'heure de celui qui travaille pour l'autre. Qu'est-ce qu'il en fait? Alors, si nous avons un centre, une institution publique qui décide de chercher et décide de vulgariser, on ne peut pas l'en blâmer. Elle décide de vulgariser, on ne l'en blâme pas. Un homme d'affaires qui décide de chercher et à la fin décide de vulgariser, on ne l'en blâme pas. La question se pose au moment où il décide, lui, d'en faire un objet, une puissance économique, c'est-à-dire que l'objet de sa propriété, il doit la protéger. Donc, sensibiliser, oui, il faut. Il y a ce travail-là qu'il faut. Il faut mettre à disposition les moyens. Et j'ai toujours le sentiment personnel que, même aux yeux de nos institutions,
la propriété intellectuelle pour eux est malheureusement continue de constituer, n'est-ce pas, un droit de luxe. Malheureusement, parce que au moment où les économies s'ouvrent, c'est très dangereux. Celui qui est parti de l'Allemagne avec son droit de propriété arrivera ici avec le même droit, sauf à faire quelques formalités. Ce sera trop tard. D'accord. Alors, je voudrais, pour sortir de cette première partie de l'émission, avant d'enclencher la deuxième, terminer sur un point qui me semble important, c'est celui de l'espionnage industriel. J'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Alors, comment on fait pour contourner l'espionnage industriel? Vous avez une entreprise agro-industrielle ou, je ne sais pas, cosmétique et tout, et vous avez des ingénieurs que vous avez recrutés, parmi lesquels il y a peut-être des gens qui sont là pour d'autres raisons dans votre entreprise. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que déjà, c'est un phénomène qui est réel ou c'est juste une vue de l'esprit? Parce qu'on parle beaucoup d'espionnage industriel. Yannick Gemner. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un phénomène qui est réel. Il faut se souvenir que j'aime utiliser beaucoup ce mot. On est en compétition. On est en compétition, on s'épie et tout ça. Donc, pour rapporter ça à la propriété intellectuelle, à un objet précis, celui du brevet, le fait pour l'invention d'avoir été divulguée rend impossible la protection au titre du brevet. Parce que l'une des conditions, c'est que l'invention doit être nouvelle. Elle doit être nouvelle, elle doit impliquer une activité inventive et elle doit être susceptible d'application industrielle. Donc, l'élément de nouveauté est très important. Il ne faut pas que l'invention soit divulguée. Donc, l'intérêt ou l'enjeu pour les entreprises, c'est justement de tout faire pour que l'innovation ou bien l'invention soit le plus, soit inaccessible jusqu'au moment du dépôt. Oui, mais je vous prends un cas pratique. Vous avez une direction de recherche et développement dans votre entreprise, vous avez recruté des jeunes qui y travaillent et vous êtes sur un projet qui, pour vous, va révolutionner votre secteur d'activité, qui est le projet le plus innovant possible. Sauf qu'avant que vous n'ayez terminé le projet, vous avez l'un de vos employés, à l'époque, qui était là peut-être juste pour... justement copier et prendre tout ça et il disparaît. C'est pour ça qu'il faut signer les accords de confidentialité. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, est-ce que ça règle le problème, l'accord de confidentialité? Non, enfin, ça règle. Il n'y a pas de panacée pour vous. Quand vous êtes directeur à Vox Africa, vous ne pouvez pas répondre des ajustements de tous vos collaborateurs. Je veux dire qu'il faut bien qu'on soit d'accord. Quand vous avez des gens qui travaillent pour vous, dans un centre de recherche, ils sont tenus au devoir de réserve. Vous devez donc leur faire signer vous devez avoir un accord de confidentialité avec eux qui leur interdit de faire usage de quelque manière que ce soit ou de parler du produit ou bien des résultats de la recherche. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous pouvez vous prémunir contre de tels phénomènes. Mais est-ce que je veux avoir l'avis de Maître Odoa? Est-ce que c'est efficace? Parce que je veux dire, vous allez beau faire signer des clauses de confidentialité. Non, ce n'est pas toujours efficace. Voilà. Je ne dis pas que c'est la panacée. Je vais revenir même sur le départ de votre question. Espionnage industriel, effectivement, ça existe. Mais sauf que l'espionnage industriel n'existe que dans des milieux où les choses sont un peu fermées, où la législation est assez rigide et respectée. J'aime toujours prendre le cas des Occidentaux qui savent, chez eux c'est évident justement parce que là-bas on organise toutes les mesures de protection pour qu'une activité créatrice ne soit pas divulguée. Par contre ici localement, cas du Cameroun, c'est ouvert. C'est ouvert pourquoi? Quand je dis c'est ouvert, c'est qu'il y a trop de failles. Lorsque vous avez, par exemple, un employé, il y a des industries locales ici qui le font. Vous avez un employé qui aujourd'hui est chimiste, par exemple, travaille dans un laboratoire, peut-être une société brassicole. Et puis, du jour au lendemain, il quitte la société, ou alors il démissionne, il ouvre lui-même une unité de production à côté. Oui, il va chez le concurrent. Il va directement parfois chez le concurrent. Et là, ce qui est curieux, c'est ça le problème, c'est pour ça que je parle de répression. Ce qui est curieux, c'est que parfois, celui qui a été victime, soit du débauchage même,
Parce que parfois, il peut s'agir d'un débouchage. Il laisse tomber. Or, c'est le moment justement de réprimer ce genre d'actes afin que l'on sache que ce que nous posons, lorsque nous signons un contrat de travail, et généralement la clause de confidentialité existe souvent dans les contrats de travail. Moi, c'est des choses que je fais au quotidien, parcourir les contrats de travail. Il y a toujours cette clause de confidentialité, la clause de confidentialité, la clause de non-concurrence. Après, il faut pouvoir prouver d'où Oui, vient bon, mais, l'information, où il y a eu la fuite aussi. Oui, justement, il faut pouvoir prouver. Mais vous avez eu un employé qui systématiquement est allé chez le concurrent et vous trouvez la similarité de vos produits réalisés par ce concurrent et qu'il les met sur le marché. Et là, il faudra prouver que automatiquement. Un exemple concret, M. Gionzé, sur la question, et on va vous donner un prendre la exemple pause. concret. Oui. Est-ce que vous savez que Coca-Cola n'a pas de brevet? La formule Coca-Cola, il n'y a pas de brevet. C'est protégé par le secret de fabrication. Parce que, et c'est un choix. C'est-à-dire, le brevet, il ne protège que pour 20 ans, alors que le secret de fabrication, c'est votre vie, en fait, c'est pour vous, c'est votre secret, vous le gardez, mais à vos risques et périls. Ça veut dire que si quelqu'un découvre le secret de fabrication de Coca-Cola, il peut fabriquer la même boisson. La même boisson. Alors, quelle est la stratégie de Coca-Cola? Chaque fois qu'elle voit qu'un concurrent essaye de se rapprocher de sa formule, elle essaye de racheter, tout simplement. Donc, le secret de fabrique, c'est aussi une stratégie pour protéger son actif, quoi, son actif immatériel. Justement. Parce que la formule de Coca-Cola, c'est un actif immatériel. D'accord. Oui, mais M. Gionzé, sur la question de l'espionnage. Les plus grands espionnages industriels ne sont pas produits en Afrique. L'histoire est là. Donc, les plus grands. Et ce n'était pas dans les sociétés les moins huppées. Alors, je voulais dire quoi? Je voulais dire que si on a décidé d'investir dans l'innovation, il faut investir dans la surveillance et dans la veille. Au fur et à mesure que les choses se précisent sur le marché, vous devez avoir l'information et anticiper. Et pour pouvoir anticiper, il faut non seulement investir dans les équipements, il faut investir dans la surveillance. Vous avez beau signer le contrat, on se plaignait de ce que en Afrique, on peut partir d'une entreprise et s'installer à 20 mètres après. C'est aussi le droit pour l'employeur de renoncer à ces poursuites-là. Et les gens, généralement, se disent que tant qu'à faire, on laisse passer. Et je pense même que cela se passe surtout parce que les gens n'ont pas pensé à protéger en amont. C'est-à-dire qu'ils savent eux-mêmes que même s'ils vont sur le terrain, ils n'auront rien parce qu'eux-mêmes n'ont pas protégé leur procédé à l'avance. Ok, merci à tous. On va marquer un arrêt pour la première partie de cette émission et nous reviendrons dans la seconde pour parler effectivement du rapport entre la propriété intellectuelle et les accords de partenariat économique. À tout de suite. Depuis 2002, les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique négocient un accord réciproque de libre-échange avec l'Union européenne, connu sous le nom d'accord de partenariat économique. Un accord présenté par l'Union européenne comme étant la solution qui devrait entraîner l'industrialisation et le développement des pays ACP, mais qui, sur le continent, suscite de l'appréhension et est souvent perçu comme une grande injustice qui devrait plomber les économies africaines très peu structurées dans plusieurs domaines dont l'industrie, l'agriculture, l'éducation et même la propriété intellectuelle. Pour cette dernière composante, le réseau Afrique, Europe, Foi et Justice qui s'occupe de l'exploitation des matières premières, de l'accès à des médicaments de qualité, de la souveraineté alimentaire, du contrôle des armes légères, des accords commerciaux et du changement climatique est plutôt sceptique. D'après le réseau, au cours des dernières années, l'Union européenne a essayé de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans des accords commerciaux tels que les APE. Ainsi, le droit de propriété intellectuelle régit de profit aux monopoles pharmaceutiques essentiellement détenus par des Européens et empêche l'accès aux médicaments génériques. Dans les pays en développement où l'assurance santé est rare et où la plupart des services de santé sont payés comptant, les prix des médicaments sont un facteur crucial pour déterminer le niveau de soins de santé. Les prix élevés des médicaments affaiblissent les systèmes de santé qui sont déjà trop peu financés. Le système actuel de brevets et d'autres formes de protection de la propriété intellectuelle retarde une compétition saine et favorise des prix élevés. En conclusion,
Le réseau estime que la compétition des médicaments génériques pourrait mener à une chute des prix de 40 à 80%, ce qui, avec les APE, serait tout simplement impossible. Le secteur de l'agriculture devrait également être impacté. D'après le réseau, si l'APE avec les Caraïbes doit servir de modèle, les États africains peuvent s'attendre à ce que l'Union européenne présente de nouvelles règles qui iront au-delà des normes établies par l'Organisation mondiale du commerce, notamment en matière de propriété intellectuelle. Ils devront adopter les règles de l'Union internationale pour la protection des nouvelles obtentions végétales qui accordent aux obtenteurs de droits de type de brevet afin de booster les bénéfices des multinationales de semences et seront peut-être même obligés d'adhérer à l'Union internationale pour la protection des nouvelles obtentions végétales. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Et je vais m'empresser d'accueillir notre quatrième invité, M. Piedou, qui nous a rejoint et qui a été absent de la première partie pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté. Donc, je profite pour vous excuser auprès de nos téléspectateurs. Merci. M. Piedou, bonsoir et merci Bonsoir. encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous allons essayer d'être à la hauteur des attentes. Alors, je dois dire que vous travaillez comme conseiller technique à l'ANOR, qui est l'agence de la norme et de la qualité au Cameroun, et vous nous avez fait le plaisir dans cette série sur la norme d'être plusieurs fois intervenant sur ce plateau et nous vous en remercions. Merci. Alors, on va entamer la deuxième partie de cette émission et je vais commencer peut-être par Yahi Yemga sur la question des accords de partenariat économique parce que vous avez travaillé là-dessus, sur les questions de la norme. Comment est-ce que ça va se passer? Déjà, préciser à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on entend par accord de partenariat économique. Ça peut sembler être quelque chose de banal pour nous, mais peut-être pas pour eux. Et en quoi est-ce que la propriété intellectuelle est importante? Alors, pour dire les choses de manière prosaïque, alors, les accords de partenariat économique sont ce qu'on appelle les accords de libre-échange, donc qui permettent aux États de commercer librement en faisant abstraction des barrières douanières qui sont abaissées à l'occasion donc, justement du commerce qui s'établit, des échanges commerciaux qui s'établissent entre les différents États. Donc, ces accords de partenariat économique portent évidemment sur le commerce, comme je l'ai dit tantôt. Il y a des aspects relatifs à la propriété intellectuelle, des aspects relatifs à la concurrence qui font partie de ce qu'on appelle les clauses de rendez-vous, c'est-à-dire les aspects sur lesquels les États et les parties contractantes doivent encore s'entendre. Je voudrais rappeler pour ce qui est de l'APE entre l'Union européenne et les 6 configurations régionales contractantes, que les accords ont été conclus, mais que pour les aspects relatifs à la propriété intellectuelle, il n'y a pas encore eu d'accord. Et alors, ce sur quoi j'ai travaillé, effectivement, c'est une mouture de cet accord de partenariat économique concernant le chapitre de la propriété intellectuelle. Et nous avons donc examiné ces textes et nous avons constaté effectivement que ces textes traduisaient un relèvement des standards de protection des droits de propriété intellectuelle que nous avons. Encore une fois, ces standards, les standards que nous utilisons, c'est ceux de l'OAPI, de l'accord de Bangui. Et donc, par exemple, pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique, les accords de partenariat économique ont amené, par exemple, la protection des mesures techniques. C'est-à-dire les mesures techniques et les dispositifs techniques, c'est ceux qui sont imposés pour protéger les œuvres. Or, dans l'accord de Bangui, qu'est-ce qui était prévu? Il était prévu l'interdiction et la fabrication des dispositifs techniques qui permettent de protéger les œuvres. Donc, l'APE a prévu plutôt de sanctionner le contournement de ces dispositifs techniques. Il y a également relèvement, pourquoi? Parce qu'on a étendu le champ des mesures permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à tous les objets de propriété intellectuelle. Dans l'accord de Bangui, c'était la propriété, c'était le droit d'auteur et les marques. Maintenant, c'est tous les objets de propriété intellectuelle. Je voudrais insister par exemple sur une disposition, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour que j'entre dans les détails, sur une disposition qui est tout à fait nouvelle,
qui permet c'est-à-dire de sanctionner le contrefacteur au prorata des bénéfices qu'il a réalisés ou bien qu'il a tirés de la contrefaçon. Ça aussi, c'est une disposition qu'apportent les APE. L'inconvénient maintenant de ces textes, c'est quoi? C'est qu'effectivement, nous sommes dans un système juridique uniforme et donc il faut que les accords de partenariat économique soient conformes à la législation communautaire. Or, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en matière de dessin et modèle industriel, la condition de protection, c'est la nouveauté. Or, dans l'accord de partenariat économique, on vous dit qu'il faut que le dessin soit nouveau, mais qu'il ait également un caractère individuel. Et en plus de cela, on vous dit que les dessins et modèles industriels non enregistrés, c'est-à-dire non déposés, peuvent bénéficier d'une protection triennale, c'est-à-dire sur 3 ans. Ce qui est une contradiction avec l'accord de Bangui, puisque l'accord de Bangui, la condition de protection d'un dessin et modèle industriel, c'est effectivement qu'il soit déposé. Je veux dire qu'il y a un ensemble de choses qu'il faudra arrimer. C'est clair qu'il y a des disparités, mais je voudrais quand même terminer rapidement sur quelque chose. Il faut comprendre qu'il y a eu la Convention de Paris, on l'a dit à l'entame de cette émission. Il y a eu ensuite l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui était plus contraignant que la Convention de Paris. Mais qu'est-ce que les Occidentaux ont voulu faire? D'abord, ça a commencé avec les États-Unis, avec le Trade Promotion Authority. En 2002, le Congrès américain a validé cet acte, c'est-à-dire qui permet à nos partenaires de nous imposer des normes de propriété intellectuelle de chez eux, mais qui sont au-delà de nos propres normes. Et ça a posé évidemment des problèmes. Je pense qu'on aura l'occasion de... Justement, je voulais donner la parole à M. Piediou sur la question. Je dois rappeler que vous aussi, vous êtes inventeur, donc c'est un sujet qui vous concerne à plusieurs titres. Absolument. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort avec les accords de partenariat économique? Parce qu'on relève souvent que c'est un accord léonin, parce que certains observateurs pensent que la norme va s'imposer et que peut-être les entreprises africaines ne respecteront pas les normes requises par leurs partenaires de l'Union européenne. Voilà, merci de me passer la parole. Je voudrais déjà dire qu'en 1995, dans le cadre de la ratification des accords de l'OMC, il y a un chapitre sur la propriété intellectuelle qui vise à protéger ceux qui créent et à demander aux États de respecter les clauses juridiques relatives à la propriété intellectuelle. Nous avons également, toujours dans l'évolution, la protection des marques liées au système de Madrid, où, en fait, un des problèmes que nous avons dans notre sous-région Afrique, c'est que beaucoup de pays ne participent pas comme membres aux réunions du système de Madrid. Ça veut dire quoi? La terminologie employée pour l'appellation des produits très souvent, n'est pas conforme à ce qui se passe dans les pays développés, par méconnaissance. Et c'est en participant à ces travaux qu'on peut ajuster dans nos cahiers de charges, dans nos commandes auprès des fournisseurs, et apporter des précisions sur ce que l'on veut, ou pour mieux décrire le produit que nous fabriquons. C'est un autre handicap, c'est qu'en fait, pour participer à la chaîne internationale de sous-traitance, vis-à-vis d'un partenaire qui serait dans un pays tiers, il vaut mieux que la description des activités de l'entreprise se retrouve en termes d'appellation de terminologie à peu près sur le même champ. Donc maintenant, le fait de se plaindre de la probable incapacité de nos PME et PMI locales à respecter les normes, il y a quoi? Un autre retard. Ce n'est pas... Les autres ne veulent pas forcément nous maintenir. Simplement, ça devrait plutôt nous pousser à mettre à niveau nos systèmes. Parce que nous n'avons pas compris que nous avons intérêt, à étudier ce que ces pays-là peuvent accepter en termes d'achat de produits et à se poser la question de savoir comment fait-on pour accéder à ces marchés. La question des barrières liées au respect des normes est essentielle. Il n'y a pas que les normes, il y a la certification. Est-ce que nous avons des systèmes de certification locaux qui sont crédibles pour bénéficier d'une reconnaissance mutuelle? On va loin chercher. Au Nigeria ici, on a des difficultés à faire entrer certains produits au Nigeria parce que le Nigeria estime que nous n'avons pas au Cameroun une infrastructure qualité crédible, équivalente à
à la leur. Ça veut dire que les procédures de certification que nous avons au Cameroun sont jugées douteuses par notre partenaire qui est voisin et qui est une puissance quand même économique non négligeable. C'est dire qu'en fait, nous ne devons pas, quand nous sommes en retard, regarder la problématique sous forme de défis conflictuels absurdes, mais ça devrait plutôt être l'occasion de tout faire pour nous arrimer. Parce que figurez-vous, j'écoutais dans les médias la dernière fois que nous avons perdu pas mal d'argent au niveau de la douane, qui se chiffre déjà à quelques milliards. Milliards de francs Bon. CFA. Mais on vous dira, de l'autre côté, le marché est ouvert. Faites rentrer vos produits. Mais aujourd'hui, un acheteur potentiel de nos produits a le droit, qu'il soit en France, en Belgique ou en Allemagne, de venir inspecter le système de production de son potentiel fournisseur camerounais. On ne peut pas le lui interdire. Or, quand il arrive, quels sont ses référentiels? Ce sont des référentiels qu'il a là-bas, qui sécurisent ses clients. Parce que figurez-vous, s'il a des clients à qui il doit livrer ce qu'il a acheté au Cameroun, et que ce qu'il a acheté au Cameroun pose des problèmes, lui, il aura des contentieux sur son marché européen. Oui, je voudrais juste dire que, en réalité, ne voyons pas ça comme un problème. Voyons plutôt comme une opportunité de mettre à niveau nos systèmes. Et croyez-moi, dès lors qu'on a la preuve qu'un produit est comparable à un produit étranger, nous pouvons bénéficier du fait que les coûts de production étant moindres, ces produits vont plus facilement rentrer sur les marchés. Il n'y a pas que l'Union européenne. Vous avez l'AGOA. On n'a jamais pu bénéficier de l'AGOA parce que, si on prend le cas du coton textile, on n'a pas pu respecter ce qu'exigent les Américains dans ce segment-là, si je ne prends que celui-là. C'est de dire qu'en fait, la question de la normalisation et de l'infrastructure qualité, je m'entends. Normalisation couplée à l'évaluation de la conformité qui concerne les aspects certification qualité des produits et à la métrologie sont au centre. La métrologie, c'est la science des mesures. Donc c'est elle qui permet d'accréditer un laboratoire, de dire que les équipements là délivrent des résultats tout à fait probants. Quand on vous dit ici que la ménagère va au marché, elle demande d'acheter 1 kilo de viande, mais en fait c'est 750 grammes ou 800 grammes, c'est que cette balance-là n'est pas conforme. C'est vrai qu'on est là dans le domaine de la métrologie légale, mais en matière de métrologie industrielle, par exemple, un pneu, vous allez le gonfler. Si les équipements pour mettre de l'air dans le pneu ne sont pas tout à fait valables au sens de la métrologie, vous ne risquez d'avoir des soucis en termes de capacité. C'est de dire qu'en fait, c'est une question essentielle. Et vous savez, un système de normalisation est dynamique lorsque, il a la capacité d'évoluer, déjà que les normes sont révisables. Si c'est l'ISO, les normes ISO sont révisables tous les 5 ans. Ça, c'est la règle. Quelquefois, elles sont annulées parce qu'on a trouvé qu'en termes d'applicabilité, au regard des prescriptions de la norme, c'est pratiquement impossible d'appliquer. On annule, même si c'est 150 pays qui, au départ, ont validé. Mais face aux difficultés, on peut annuler ou on peut réviser. Alors là, il faut savoir qu'une norme qui ne prend pas en compte les évolutions technologiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les brevets, c'est une norme qui mourra. Tout simplement parce que dans une norme, il y a ce qu'on appelle les spécifications qui quelquefois sont techniques. Et quand la technologie évolue, la norme devrait pouvoir s'adapter. Et maintenant, juste le dernier mot pour terminer, avant de passer la parole à mon collègue d'en face. En réalité, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai perdu le fil. D'accord. Le temps que vous retrouvez vos idées, Yanni Yemga voulait réagir et on va donner la parole aux autres. Dans les accords de partenariat économique, effectivement, la norme est très importante parce que les mesures phytosanitaires entrent en jeu. Lorsque vous exportez, par exemple, des produits sur le marché européen et qu'elles ne sont pas conformes aux normes édictées là-bas, naturellement, elles peuvent être interdites d'accès. Mais l'enjeu, du point de vue de la propriété intellectuelle, je pense que c'était ça le sens de votre question, c'est quoi? C'est que vous avez des titulaires de droits qui vont voir les produits sur lesquels ils ont le droit exportés vers nos marchés. Ils veulent s'assurer que ces droits-là sont protégés chez nous, comme ils sont protégés chez eux. Absolument. Voilà l'enjeu. Or, il se trouve que nos législations ne sont pas tout à fait au même niveau. Je vous ai pris des exemples concrets. Je vous ai parlé des dessins et modèles industriels notamment. Je vous ai parlé par exemple du droit d'auteur avec le défi du numérique. Donc, pour eux, pour les Européens, l'enjeu pour eux, c'est de faire en sorte que dans ce commerce
qui s'est ouvert le 4 août 2016 parce que les frontières du Cameroun ont commencé à être démantelées. Je veux dire, les barrières douanières ont commencé à être démantelées le 4 août 2016. Donc l'enjeu pour l'Union européenne, c'est de se dire que nous allons envoyer des produits sur lesquels sont incorporés des droits de propriété intellectuelle sur vos marchés. Et je rappelle quand même que la contrefaçon en 1996 était évaluée par l'OMC à plus de 5 milliards de dollars. Et en Europe, il faut savoir qu'il y a eu 100 000 pertes d'emplois rien que dans le secteur du textile. Donc la contrefaçon, c'est un problème majeur. C'est parce que ça tue le commerce légal. Donc les Européens veulent s'assurer qu'une fois que vous aurez ouvert vos barrières, vos pays, vos marchés, et qu'ils vont venir avec leurs produits, que vous n'allez pas les reproduire, c'est-à-dire que vous n'allez pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui sont protégés. Et donc, il faut que la législation chez vous permette de faire respecter ces droits-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit que la mouture sur laquelle nous avons travaillé montre la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est qu'elle induit un relèvement des standards de protection chez nous. Et c'est ce qu'on a appelé les ATPIC+, c'est-à-dire les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, mais qui vont au-delà de ceux qui ont été conclus dans le sillage des accords de Marrakech que nous avons évoqués. C'est donc ça un peu... Maître Ndoa, je voulais vous écouter sur la question, parce que ça semble se complexifier davantage, cette question de propriété intellectuelle avec les accords de partenariat économique. Effectivement, vous avez parfaitement raison par rapport à la complexité de la chose. Ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que la propriété intellectuelle, j'aime souvent le dire, et ça c'est un avis qui n'engage que moi, c'est un droit essentiellement égoïste. Le droit d'auteur l'est même encore davantage. Égoïste parce que c'est un système d'appropriation d'une invention par rapport à un individu. Alors lorsque vous regardez les accords de partenariat économique, je me suis amusé à parcourir l'accord de partenariat économique signé entre l'Union européenne, la CEDEAO et l'UEMOA en septembre 2014. Je me suis amusé également à parcourir un peu le décret présidentiel du mois d'août 1996 qui parlait de ces accords-là. Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle n'y figuraient pratiquement pas. Ça veut dire que c'est des questions sensibles qu'on ne peut pas aborder n'importe comment. Alors, le problème, c'est lequel? C'est que qu'est-ce qui est ouvert en ce qui concerne les APE? C'est les barrières douanières. Par contre, les droits de propriété intellectuelle sont restés valables. Ça veut dire que si je suis titulaire d'un brevet, je vais me rassurer qu'on m'ouvre juste les douanes de l'autre côté, mais par contre, le droit que j'ai sur le brevet m'appartient. Et maintenant, si mon produit doit franchir la douane, je me rassure que moi-même, je bénéficie d'une protection certaine du côté où mon produit... Parce que généralement, il y a une notion de territorialité sur la question des droits. Justement, ça c'est une règle capitale en matière de propriété intellectuelle, le principe de la territorialité. Ça veut dire que votre droit n'est protégé qu'en fonction d'une limitation territoriale, selon le pays où vous avez porté la protection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il le rappelait, le débat ne se pose pas sur la contestation des droits de propriété intellectuelle, mais plutôt sur le niveau de protection. Je prends un exemple simple. Vous avez par exemple un droit français où on va vous dire qu'on protège par exemple les marques sonores. Ça veut dire, par exemple, quand vous allumez un téléphone Nokia, je prends pour être très concret, il y a une musique qui revient toujours, ça on le sait. Ou bien quand vous l'éteignez, c'est la même musique. Alors, ça c'est considéré comme une marque ailleurs. Par contre, notre système de propriété intellectuelle locale ne le permet pas encore. On n'a pas encore. Alors, puis on ne protège pas les marques sonores. Vous avez même les marques olfactives. C'est-à-dire, on peut vous dire que, bon, voilà, le parfum, par exemple, un parfum qui a telle odeur peut être protégé. On n'a pas encore ce niveau-là. Et c'est justement ça le relèvement du niveau de protection. Donc, alors, M. Jones, c'est une question assez complexe. Moi, je voyais le problème sur un autre aspect. Ça veut dire que je vois le problème sur le fait que nous avons aussi en Afrique des jeunes inventeurs. Avec ces accords de partenariat économique, ils ont des produits qu'ils vont certainement souhaiter
déverser aussi sur le marché européen, mais est-ce que buter sur un problème de normes, sur un problème de standards, parce que là-bas, on a l'impression que les lois sont beaucoup plus rigides, le standard est beaucoup plus élevé, l'exigence l'est davantage, et il risque de se retrouver dans une situation où le commerce va se faire dans un seul sens. On restera encore une zone de consommation, et même les rares produits que nous avons, on risque de ne pas attaquer leur marché parce qu'ils revendiqueront le fait que ces produits ne respectent pas leurs normes, parce qu'ils sont souvent à la base de l'élaboration de ces normes-là. Bien. Je voudrais poser une autre question. À partir de là, on pourra se faire une idée. Est-ce qu'on a le choix? Oui, on a toujours le choix. On aurait pu ne pas signer les accords de partenariat économique. Nous sommes en matière commerciale. Et les négociations se jouent en fonction, n'est-ce pas, des forces qu'on peut mettre sur la table. Bien. Aujourd'hui, on a pris tout le temps qu'on a pris et on s'est donné, ça fait partie, n'est-ce pas, des documents de rendez-vous. On remet. À quand? C'est attendant quoi? Le temps de se mettre à jour ou bien le temps de décourager les Occidentaux? Là est toute la question. Est-ce que les standards qu'on impose, c'est pour protéger les Occidentaux, c'est pour protéger le client où qu'il soit? Est-ce que l'Ivoirien ne devrait pas bénéficier des mêmes standards de production, n'est-ce pas, d'une paire de chaussures que le Français? Là est la question. Et si on se dit que, OK, c'est au final le client, quel qu'il soit, qu'on doit protéger, alors le droit devient universel. Et il reste maintenant pour les nations tout simplement de se mettre à jour. Lorsqu'on prend, on a dit au nom, n'est-ce pas, de la protection du commerce sous-régional, il faut attendre, il faut voir. Nous voici, il a pris, M. Pidjo a pris un exemple clair. Entre le Cameroun et le Nigeria, il y a un problème, n'est-ce pas, de certification. Le Nigeria émet un doute sur la qualité des produits que vous êtes prêts à leur livrer. Est-ce qu'au Cameroun, on n'a pas une instance de certification? On a sous-traité. On a le bureau de mise à niveau des entreprises qui permet justement aux entreprises de se mettre au niveau de leurs on l'a équipé. Voilà. Aujourd'hui, vous avez la SGS. On a rappelé au Cameroun. Il y a un autre texte qui a rappelé il y a quelques jours que jusqu'ici, c'est la SGS qui gère les questions qualité. À ce que je sache, c'est de toutes les façons une succursale, n'est-ce pas, d'une institution, d'une entreprise venue d'ailleurs, c'est une multinationale. Aujourd'hui, aux portes du Nigeria, on vous dit, nous avons des problèmes avec les produits qui arrivent. Est-ce qu'il faut se mettre à la norme? Est-ce que nos normes sont de nature à concurrencer, n'est-ce pas, les produits qui viendront d'ailleurs? Alors, M. Piedjou, vous voulez apporter quelques précisions par rapport à tout ce qui a été dit? La première précision, c'est sur le concept même d'inventeur. Comment est-ce qu'on valide une invention? Quand vous déposez une demande, déjà, dans la forme, il faut que cette demande soit écrite par un cabinet spécialisé en propriété industrielle. L'inventeur vient avec le dossier technique qui décrit ce pourquoi il estime être inventeur, et on fait des recherches d'antériorité qui quelquefois vont à 20 ans, 30 ans, pour s'assurer que ce n'est pas une pâle copie de quelque chose qui avait déjà été fait. La deuxième chose, c'est qu'on s'assure que la solution que vous proposez est nouvelle par rapport à l'état de l'art. L'état de la technique. Et l'état, oui, on appelle l'état de l'art. Et l'état de l'art se trouve où? Dans les normes. C'est dans les normes que l'on regarde, parce que c'est diffusé. Une norme est supposée être diffusée et connue de tous. Donc l'état de l'art est décrit dans les normes. Donc on compare ce que vous avez comme solution avec ce qui figure dans ces documents. Quand on se rend compte que non seulement votre solution résout un problème technique clairement identifié, mais diffère de tout ce qui a déjà été publié dans le même domaine, à ce moment, on vous donne la casquette. Vous comprenez que la question du rapprochement avec les normes intervient. Donc un inventeur doit avoir le souci de se rapprocher des normes qui figurent dans le secteur d'activité. Et c'est là où notre retard sur le plan des normes, ou bien la différence en termes d'équivalence normative que l'on peut observer entre les exigences figurant dans des normes, certaines normes internationales et nos normes locales, ça peut amener, pour certains produits inventés en Afrique, ça peut amener des doutes. Parce que si c'est par exemple une solution à un problème de sécurité, je donne un exemple.
on est dans un pays où la norme a été révisée 3 fois, où le niveau de sécurité exigé désormais est top 5. Et que nous sommes au niveau de notre connaissance normative dans le pays concerné, au niveau 1 ou 2. Vous pouvez comprendre qu'il y ait des soucis. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que certains États, je ne citerai pas, mais qui sont aujourd'hui les grands constructeurs, c'est les unes du monde, envoient des centaines d'ingénieurs dans les organismes de brevets pour identifier tous les brevets qui sont tombés dans le domaine public, pour voir ce qui a été proposé dans ces brevets et voir comment les utiliser pour faire évoluer leur... Mais ce n'est pas illégal. Non, je ne dis pas que ce soit illégal. Je dis simplement que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ça, c'est important. Le troisième point essentiel, quand on a parlé d'évaluation de la conformité, c'est qu'il faut savoir que le métier d'évaluateur de la conformité, c'est un métier organisé. C'est-à-dire qu'il y a une organisation internationale qui délie les accréditations aux organismes qui veulent être reconnus comme tels dans ce métier. C'est le cas pour SGS et d'autres, Intertech, etc. Donc il faut savoir des procédures très claires. Donc, quand un État veut vérifier si son État voisin partenaire est au top niveau, il essaye de savoir si dans le pays, ceux qui ont validé tel ou tel document, ont-ils l'accréditation internationale qui est requise. Les laboratoires dans ce pays sont-ils accrédités auprès de l'organisme international qui accrédite les laboratoires? Maître Ondoa. Oui, justement, moi je voudrais dire, comme vous avez dit pour clôturer, que le problème se pose à 2 niveaux. En ce qui concerne les APE et la propriété intellectuelle, il y a déjà le problème de normes, tel que M. Piégeot parlait. Et moi, je voudrais tout simplement dire que, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, il y a justement cette différence de niveau de protection. Que ce soit, enfin, qui éloigne un peu les Occidentaux, États-Unis, Europe et tout ça, et l'Afrique, et les pays africains. Maintenant, le problème, c'est mettre à niveau notre législation. Alors, il y a un problème qui demeure. Quel est même d'abord le taux d'intégration de la propriété intellectuelle dans notre environnement local? Il est très bas, il est très faible. Ça, nous le savons. Alors, avons-nous le réflexe de la propriété intellectuelle? C'est encore une autre question. Nos inventeurs, nos commerçants, nos créateurs, ont-ils ce réflexe? L'ont-ils développé? Ça, c'est très peu. Et maintenant, il est temps pour que nos États s'y investissent dans les politiques de développement de ces choses-là, notamment en commençant par les centres de recherche, les universités. Pourquoi ne même pas enseigner cette matière de propriété intellectuelle, non pas peut-être comme unité de valeur spéciale ou alors optionnelle, mais que ce soit fait systématiquement dans les enseignements, même dans les établissements techniques. Ça, c'est important. Donc, voilà des mesures qui peuvent être imposées pour essayer de mettre un peu à niveau. Maintenant, en ce qui concerne les APE, la norme, honnêtement, le problème de norme est capital. Là, il est capital. Je fabrique un produit, vous en fabriquez un autre. Je veux savoir si moi, en consommant votre produit, il ne porte pas atteinte à ma santé, il ne porte pas atteinte à mon environnement. Et ça doit être réciproque. Et effectivement, en termes de normes, nos industries locales ont encore un chemin à faire. Monsieur, vous terminez. Oui, je voudrais dire ici, je voudrais m'adresser à l'inventeur africain. Je voudrais plutôt lui dire de ne plus inventer pour l'Afrique. Il faut inventer pour celui qui va payer. Il se trouve partout. Celui qui paye se trouve en Afrique, il se trouve en Europe, il se trouve aux États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, il faut se mettre sur le meilleur des standards possibles pour s'assurer qu'il fera aujourd'hui, il fera demain. Merci beaucoup. Monsieur Piégeot, pour conclure cette émission. Pour conclure, je dirais qu'en matière de propriété intellectuelle et liée au risque, liée au commerce, en fait, la question de la contrefaçon est une question cruciale. Pourquoi? Parce que si vous avez un bon produit, mais que vous n'êtes pas compétitif en termes de prix, vous aurez du mal à survivre. Un opérateur économique qui importe d'Europe a un prix. S'il est concurrencé sur son marché local par des produits de qualité douteuse ou contrefaits qui seraient vendus
Ne serait-ce qu'à 20% moins cher, ça suffit pour qu'ils ne renouvellent pas l'opération. Et donc, du coup, dans la relation d'affaires, ça pose problème. Nous devons absolument tordre le cou à la contrefaçon. Mais en même temps, il faut se poser la question, pourquoi sur le marché africain, on a tendance quelquefois à acheter des produits dont la qualité n'est pas rassurante ou assurée? C'est le problème du prix et du pouvoir d'achat. On revient à une problématique d'hier. Comment formule-t-on le prix? Quel est le prix que l'on paye? Est-ce que c'est le prix de la qualité? Est-ce que c'est le prix de la sécurité? Est-ce que c'est le prix du confort? Il faut absolument former, informer et communiquer sur les risques. Voilà ce que je peux dire. Merci en tout cas. Merci à tous les quatre d'avoir accepté d'être sur ce plateau ce soir. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.